Bonjour à tous, pour notre émission du jour, je suis avec Ursula Séraphin, directrice de la Maison de l'Europe de Paris. Bonjour. Bonjour. Pour parler brièvement de votre parcours, entre 1990 et 2003, vous étiez coordinatrice des activités de Fondation Journaliste, un organisme spécialisé en affaires européennes. Vous avez intégré ensuite Confrontation Europe en 2003 jusqu'en 2010, et donc là vous êtes à la tête de la Maison de l'Europe. Vous avez l'air de porter un intérêt particulier à l'Europe, d'où ça vient? Écoutez, oui, d'où ça vient? En fait, je suis européenne parce que je suis née en Pologne. Donc, quand je suis arrivée en France pour faire mes études de journalisme, évidemment, je ne me considérais pas comme étrangère. L'Union européenne existait déjà, donc je me considère un peu comme européenne. Alors devenir directrice de la Maison de l'Europe de Paris, est-ce que c'était pour vous l'une des meilleures façons justement de vous investir dans cette thématique? Je me suis investie déjà dans cette thématique au début de ma carrière professionnelle parce que la Fondation Journalistes en Europe formait des journalistes du monde entier sur les affaires européennes. Donc pour moi, c'est une étape, la Maison de l'Europe de Paris. L'Union européenne joue un rôle majeur sur le plan diplomatique et il œuvre pour la stabilité, la sécurité, la démocratie et un tas d'autres sujets. Mais concrètement, en quoi l'Europe tient-elle une place importante dans la vie quotidienne, si je puis dire, des habitants, des Européens? L'Union européenne, comme tout le monde le sait probablement, a été construite après la Deuxième Guerre mondiale et elle avait pour but d'instaurer, enfin de faire perdurer la paix dans l'Union européenne et faire travailler ensemble les citoyens européens, de leur donner un sentiment d'appartenance à un ensemble qui est plus vaste que l'ensemble national. Et c'était important à l'époque, mais c'est aussi important aujourd'hui parce que les défis ont changé. Mais l'Union européenne, comme disait souvent Michel Barnier, la force est dans l'unité. Et cette unité, cette unité, c'est une unité dans la diversité. C'est la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité. Donc nous sommes unis et on est plus fort comme ça dans le monde par rapport à des défis différents et variés qui se manifestent, la mondialisation, la crise sanitaire, les enjeux environnementaux, etc. Alors l'Europe, elle fait aussi partie de notre vie par des projets. Donc comme projet en Ile-de-France par exemple, il y a le Grand Paris Express qui va moderniser le réseau de transport actuel avec des nouvelles lignes de métro, des gares. Donc pour ça, l'Île-de-France a bénéficié d'un prêt de 2 milliards d'euros de la part de l'Union européenne. Comment sont utilisés des prêts comme celui-ci? Écoutez, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais c'est un prêt qui vient de la Banque européenne d'investissement et les États membres, bon, déjà, l'Union européenne a des stratégies. Elle lance des stratégies par rapport à différents sujets. La stratégie de réseau de transport est une des stratégies de l'Union européenne. Donc elle essaye, avec les fonds communs, d'aider les États membres de développer les réseaux de transport locaux qui deviendront aussi après des réseaux européens. Le 29 septembre, c'est le 70e anniversaire du traité de Paris qui a institué la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est un pilier majeur de la construction européenne. Mais est-ce que l'Europe de l'énergie reste encore à bâtir selon vous? Certainement, certainement. Nous avons d'ailleurs à la Maison de l'Europe lancé un cycle de conférences sur ce sujet. On parle du passé et on va arriver à l'avenir, puisque évidemment des enjeux d'énergie évoluent. Les objectifs que se fixe la Commission, l'Union européenne, en fait, à travers les États membres, parce que ce n'est pas la Commission européenne qui décide, il faut encore une fois souligner, parce que souvent les citoyens ont une image des idées, des décisions qui viennent de l'Union européenne, mais en fait, c'est les États membres qui décident des objectifs qui sont fixés à l'Union européenne. Et évidemment, on a des prédictions d'économistes sur les enjeux énergétiques qui évoluent d'une année à l'autre presque, et la fin des énergies comme le charbon et le développement des énergies renouvelables. Donc les défis sont encore devant nous. Est-ce qu'on a des choses qui arrivent justement à ce niveau-là? Euh,
Écoutez, là, comme ça, je ne sais pas à vous dire, mais les objectifs évoluent d'une manière dont l'idéal, ça serait d'interviewer le président de la Maison de l'Europe de Paris, M. Michel Derdevey, qui est spécialiste de l'énergie. Vous avez parlé des objectifs, justement. L'énergie fait partie des 3 priorités de l'Europe avec l'environnement et le climat. Pour agir dans ces domaines, l'Europe s'engage donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à augmenter l'utilisation des énergies renouvelables et aussi à améliorer l'efficacité énergétique de tout ce qui est bâtiment. Comment l'Union européenne fait pour parvenir à ces objectifs? L'Union européenne, c'est un peu le système habituel, c'est-à-dire qu'elle fixe des objectifs aux États membres, en accord avec les États membres. Rien n'est fixé d'office, encore une fois. C'est les États membres qui décident quel objectif l'Union européenne doit se fixer. Et après, ils ont un peu le champ libre pour atteindre ces objectifs. Bon, il y a des pays réfractaires comme la Pologne, où il y a beaucoup de charbon, exploitation de charbon. Donc, elle ne fait pas beaucoup d'efforts sur les énergies renouvelables. Il y a d'autres pays comme le Danemark qui ont déjà atteint les objectifs de transformation énergétique. Voilà, donc chaque pays utilise ses propres moyens pour atteindre les objectifs qui ont été fixés en commun par les États membres. Pour ce qui est de la stratégie vaccinale en Europe, la majeure partie des pays membres de l'Union ont adopté ce fameux pass sanitaire, mais il diffère de pays en pays. Certains sont plus souples que d'autres. Par exemple, au Luxembourg, ce sont les restaurateurs qui choisissent ou non d'appliquer le pass. Pourquoi tous les pays n'adoptent pas une même législation, justement, à ce niveau-là et à tous les niveaux d'ailleurs? Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'Union européenne fixe les bases communes. Après, les États membres, en fonction de situation dans leur pays, parce que bon, le coronavirus, voilà, il circule différemment dans chaque pays. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Polynésie, qui jusqu'à maintenant n'était pas touchée, et tout d'un coup, le confinement est arrivé un peu un an après en Polynésie. C'est la même chose dans tous les États membres, c'est-à-dire que quand le virus circule un peu moins, les États membres ont la possibilité d'alléger les mesures, ce qui est un peu normal, c'est-à-dire que ça serait quand même difficile d'imposer le confinement parce qu'en Polynésie, le variant Delta circule plus qu'au Portugal. Ça n'aurait pas vraiment de sens. L'Union européenne accorde aussi une grande importance aux villes. Plus de 40% des Européens y vivent et sont des zones qui sont confrontées à des défis majeurs, donc gestion des ressources énergétiques, transport, pauvreté et le chômage. Donc constant au chômage justement, en mars dernier, dans 2021, du coup 7% de la population européenne était au chômage. Que fait l'Union européenne pour lutter contre ça ? Il y a plusieurs mesures pour faire ça. C'est notamment les fonds structurels qui proposent des financements pour lutter contre le chômage. Mais il y a aussi une grande agence qui s'appelle, disons, une agence d'emploi qui s'appelle EURES, qui réunit toutes les offres d'emploi qui sont disponibles dans l'Union européenne. Mais les villes sont de plus en plus les acteurs de terrain pour lutter contre le chômage, pour proposer notamment à des associations des financements pour développer le lien social. Voilà, c'est notamment les fonds structurels de l'Union européenne qui s'adressent à ce genre d'enjeux. Merci beaucoup Ursula Séraphin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Maison de l'Europe de Paris. À bientôt.